Aucun pays ne s'est autant attelé à cette tâche que les États-Unis. J'ai déjà parlé des difficultés techniques que nous avons dû surmonter pour rendre viable la technologie des hélices orientables. D'autres pays se sont également heurtés à ces difficultés, mais ils ont reculé devant l'ampleur de la tâche. Pendant plus de 40 ans, les États-Unis ont travaillé d'arrache-pied et aujourd'hui nous sommes enfin arrivés à un résultat satisfaisant. Le développement de cet appareil à hélice orientable a donc pris énormément de temps. L'une des raisons en est que certains matériaux et certaines techniques de construction n'ont été mises au point que depuis peu. Le fuselage du V-22 a un pourcentage de matériaux composites plus élevé que n'importe quel autre appareil. Chaque partie de l'Osprey, chaque ligne et chaque courbe ont été transcrites en langage numérique informatique. Sur tout le territoire des États-Unis, des sous-traitants sont reliés à une énorme base de données centrale et obtiennent ainsi les informations nécessaires à la fabrication de nouvelles pièces. La peau de l'Osprey, un composite de Kevlar et de graphite, est appliquée par un robot contrôlé par ordinateur. D'une épaisseur de 3 mm, elle est en même temps plus légère et plus solide que l'aluminium. Un logiciel guide le robot entre parties planes et courbes et renforce l'épaisseur de la couche si besoin est. On utilise le laser pour poser les pièces avec précision et pour guider les mèches. Les tolérances équivalent à celles des meilleures montres suisses. Le fuselage est transporté à l'usine de montage de Bell à Fort Worth au Texas. C'est là que seront installées les ailes et les moteurs. Écoutons Don Hicks qui dirige l'opération pour Boeing. Le V-22 est un des rares appareils du marché à être produit et conçu numériquement à 100%. Par exemple, cela nous permet de placer chaque pièce avec une précision de plusieurs dizaines de millièmes de millimètres, et ceci depuis le nez jusqu'à la queue. C'est de la construction aéronautique faite avec une précision dans le jet. Les essais conduits à Patuxent indiquent à chaque vol les quelques modifications microscopiques à apporter à la conception. Cela résulte en de longues heures d'essais en soufflerie, comme nous l'explique Bill Grower, ingénieur. Une fois que l'appareil est construit et qu'il commence ses vols d'essai, on découvre plein de petits problèmes qu'il faut résoudre avant de lancer la production. On utilise une maquette dans la soufflerie pour résoudre ces problèmes. Un exemple parmi d'autres. Les écrans de télémétrie de Patuxent ont détecté des turbulences inattendues le long du fuselage, occasionnant des dégâts sur l'empennage de l'Osprey. À ce stade, il n'était plus possible de modifier la forme du fuselage. La soufflerie a permis de trouver une solution simple à ce problème. Il a suffi d'installer de petites dérives au fuselage afin de dévier les turbulences destructrices. Pour ajouter à leur complexité, les Osprey destinés à être manœuvrés depuis un porte-avions doivent pouvoir se replier de manière à réduire leur encombrement sur le pont. L'Osprey est un appareil imposant. À elle seule, les hélices ont un diamètre de 11,60 m. De plus, l'avion doit pouvoir se déplier et être prêt à s'envoler en 2 minutes. Ce tour de magie mécanique est réalisé grâce à un système hélicoïdal, tout ceci sans avoir à déconnecter le moindre câble, système hydraulique ou système d'alimentation en carburant de l'appareil. On doit être capable de sortir l'appareil sur le pont, de déplier les ailes et de mettre les moteurs et les hélices en marche sans avoir à le démonter, sans rien avoir à déconnecter et reconnecter. Les hélices géantes de l'Osprey sont propulsées par des moteurs T400 turbo par le biais d'un système complexe de transmission. Cette structure est ce que nous appelons une nacelle. Elle abrite le moteur ainsi que 2 autres boîtes de transmission. Il y a un boîtier de transmission de l'axe d'orientation qui permet de faire passer l'appareil du mode hélicoptère au mode avion. Il y a aussi un boîtier de transmission d'hélice qui ralentit la turbine quand l'hélice se positionne en mode hélicoptère. Les moteurs sont couplés par des arbres de transmission. De cette manière, si un moteur tombe en panne, l'autre peut continuer à faire fonctionner les 2 hélices. Durant les vols d'essai, les pilotes passent en mode avion conventionnel au moindre signe de problème. Si on vole dans un profil à haut risque, si les conditions météo sont contraires ou si un problème survient pouvant amener à un dysfonctionnement de l'appareil ou déclencher une alarme dans la salle de contrôle, le directeur de vol nous dit par radio d'arrêter les tests et de revenir à un profil classique à 185 nœuds.
En cas d'urgence, contrairement aux pilotes de jet, les pilotes ne peuvent pas s'éjecter. Et contrairement aux pilotes d'hélicoptère, ils n'ont pas d'hélice contrarotative pour tenter d'atterrir en catastrophe. Il n'y a pas de siège éjectable dans le cockpit. Donc, dans le cas où le pilote doit sortir le plus vite possible de l'appareil, la procédure standard requiert de casser cette vitre. Une corde explosive est incrustée dans le verre, tout autour de la vitre. Il suffit d'actionner une manette similaire à celle d'un siège éjectable et la vitre explose à l'extérieur de l'appareil. Une fois que la fumée s'est dissipée et qu'il s'est débarrassé des débris, le pilote peut s'éjecter de cette manière. L'allure balourde de l'Osprey vient en partie du fait que son grand rayon d'action demande une très grande quantité de carburant. La plus grosse partie de ce carburant est contenue dans des réservoirs latéraux conformes. Les réservoirs latéraux externes contiennent 90% du carburant. Ils commencent ici et continuent vers l'avant. Chacun de ces réservoirs contient à peu près 7000 litres de carburant. Le carburant n'est pas pompé, mais arrive au moteur par un effet de succion. Ainsi, si un moteur prend feu, l'afflux de carburant stoppe automatiquement. Il suffit de pousser un petit interrupteur pour qu'un système informatique très sensible fasse démarrer les moteurs et procède à tous les réglages nécessaires. Pour le moteur, on se sert d'une technologie appelée FADEC, un système de contrôle digital électronique. On peut mettre le moteur en marche par le biais d'un simple bouton dans le cockpit. Tout ce que le pilote doit faire, c'est appuyer sur Start et ensuite l'ordinateur dit au moteur de commencer à tourner, lui indique quand commencer l'injection de carburant, quand procéder à l'allumage et ainsi de suite. Si les paramètres ne le satisfont pas ou si les paramètres de la séquence d'introduction ne sont pas validés par l'ordinateur, alors la séquence est automatiquement interrompue. C'est une nouvelle caractéristique de sécurité permettant d'éviter les dégâts qui pourraient être causés au moteur par un mauvais allumage, une surchauffe, une vitesse excessive. Tout cela est contrôlé en interne par l'ordinateur et le système FADEC. Comme les chasseurs à réaction, l'Osprey possède des commandes de vol électrique. Le manche est relié à une boîte noire située sous le plancher. Quand je tire sur le manche, cela n'actionne pas de câble qui, à son tour, agirait sur la gouverne directionnelle. Le mouvement du manche indique juste à la boîte noire que le pilote veut que l'avion lève le nez. La boîte reçoit l'information et rentre les données dans l'ordinateur de vol qui, en une fraction de seconde, envoie un signal à un actuateur situé hors de l'appareil en lui disant quoi faire afin d'obtenir l'effet désiré. Les commandes de vol électronique de l'Osprey sont uniques, car elles intègrent en même temps les protocoles de vol d'un avion et ceux d'un hélicoptère. Si je suis en mode hélicoptère, en vol stationnaire, et que je veux relever le nez de l'Osprey, je n'ai qu'à tirer sur le manche pour faire bouger les hélices. Au contraire, si je suis en mode avion à 200 nœuds et que je tire sur le manche, il est évident que je ne veux pas que les hélices bougent. Dans ce cas-là, l'ordinateur sait que les hélices ne sont pas le moyen approprié pour obtenir l'effet désiré, et il procédera plutôt à un ajustement au niveau de la gouverne de queue. Pour les opérations de nuit, les pilotes seront équipés de lunettes à vision de nuit et du système infrarouge FLIR qui permet d'identifier les objets au sol grâce à d'infimes variations de température. Le FLIR est un système infrarouge qui repère les différences de température en dehors de l'appareil. Chaque objet émet de la chaleur à une température différente et le FLIR nous transmet dans le cockpit une image en noir et blanc de ce qui se passe à l'extérieur en format vidéo. La nuit, c'est très utile d'avoir des images du sol, des maisons, des bâtiments, des rivières, des lacs, des étendues d'eau. Les images sont intégrées au système de navigation afin qu'ils puissent se fixer sur des points au sol. On peut programmer la latitude et la longitude de ces points et le système se fixe dessus jusqu'à ce que l'avion en soit à l'exacte verticale. La plupart des systèmes de l'Osprey sont triplés. Chaque système possède 2 unités de remplacement, y compris pour des pièces aussi importantes que les ordinateurs de contrôle de vol et les systèmes hydrauliques de l'appareil. Si jamais le système hydraulique numéro 3 était touché par une volée de balles de calibre 50, je pourrais toujours utiliser les numéros 1 et 2. Je pourrais immédiatement transférer sur eux la charge de travail que le numéro 3 supportait. J'en serai tout de suite informé. À la seconde, je recevrai un message « Problème sur le système hydraulique numéro 3 ». J'aurai toujours le contrôle total de l'appareil parce que chaque moteur de commande est triplé et que l'avion fonctionnerait sur les 2 autres systèmes hydrauliques.
À eux seuls, les Marines vont acquérir plus de 300 Osprey. Les pilotes de tous les corps d'armée travaillent conjointement avec les pilotes d'essai pour voler dans des missions de simulation de combat et s'imprégner des techniques requises pour piloter l'Osprey en situation de conflit. Lors des tests initiaux d'ingénierie, seuls le pilote et le copilote prennent place à bord. On n'emmène ici ni le chef d'équipe ni personne d'autre, à cause des risques inhérents aux essais. Les tâches sont bien réparties entre le pilote et le copilote. Le copilote vérifie que les procédures du test suivent bien leur cours, quelles données ont déjà été récoltées et lesquelles il faut encore obtenir. Le directeur des essais surveille le vol de la même façon depuis la base. Taxi information Lima au décollage. Nous allons nous diriger comme prévu au nord-ouest vers la rivière Pax. Au cours de ces tests, on essaye de développer et de s'entraîner aux essais opérationnels qui débuteront dans quelques mois. On ne veut pas que les pilotes opérationnels se retrouvent confrontés à des choses jamais expérimentées par les pilotes d'essai qui, eux, ont plus d'expérience aux commandes de cet appareil. On va essayer de voler entre chien et loup avant le coucher du soleil dans des conditions de basse luminosité. C'est juste une répétition pour les futurs vols de nuit qui s'effectueront avec des systèmes de vision nocturne. Au cours de ce vol, Chris Seymour va emmener l'Osprey bien au-delà des limites des ingénieurs de télémétrie et de leurs appareils de contrôle. Ils surveilleront bien l'Osprey, mais pas en temps réel. Pendant toute la durée du vol, à l'arrière de l'appareil, les instruments de vol enregistreront toutes les données. À notre retour, ils récupéreront la bande pour l'analyser. Ils ne peuvent vraiment voir ce qui se passe que dans un rayon de 7 ou 8 km autour de la base. Mais une fois qu'on quitte cette zone et que l'on entre dans la zone interdite où se déroulent la plupart des essais, c'est à l'avion d'escorte de nous surveiller. S'il aperçoit quelque chose, il communique ce qu'il voit par radio à l'équipage et au directeur des essais. Nous avons différentes manières de décoller et l'une d'entre elles est ce qu'on appelle un STO ou décollage court si vous préférez. On incline les nacelles à 60 degrés, on met les gaz et on s'élance sur la piste. Une fois qu'on a assez de vitesse et de portance pour s'envoler, l'appareil décolle très rapidement. Il peut décoller de cette manière sur la seule longueur de son fuselage. C'est un moyen très efficace de quitter le sol. Ce soir, nous allons procéder à un vol test préparatoire pour les pilotes d'essai opérationnels qui prendront l'Osprey en main l'an prochain. Le lieutenant-colonel Jim Sheffer pourrait un jour devoir voler en plein territoire ennemi pour récupérer un pilote abattu. Son entraînement est bientôt terminé. Tu as déjà tes 30 heures de vol? J'ai seulement 24 heures de vol et il m'en reste 6 à accomplir pour les 30 heures nécessaires à la qualification. Je me sens maintenant beaucoup plus à l'aise avec le système d'inclinaison des moteurs. C'est un des avions les plus agréables à piloter que je connaisse. Aujourd'hui, l'exercice diurne sera un vol tactique à 200 pieds. Cela fait partie du programme que nous avons concocté pour les futurs pilotes d'Osprey. On a conçu un scénario de simulation de combat sur un itinéraire de vol entre la base et Morganton, en Virginie occidentale, à 350 km d'ici. Tu as lancé la procédure? Négatif, je vais bientôt le faire. On a décollé depuis 1 heure, je pense qu'on arrivera à 23h20. Je ne sais pas à quoi joue le logiciel, mais cette carte ne me donne aucune information fiable. Et si on essayait le directeur de vol? Je vérifie la direction. Non, ce n'est pas la peine, je sais ce qui cloche. On a entré des balises fictives dans l'ordinateur pour que Sheffer puisse éviter les menaces au sol. Mais les balises sont brouillées. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je jette un coup d'œil sur la carte pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui ai intégré ça. Tu l'as peut-être fait par inadvertance. C'est peut-être arrivé durant le départ avorté. C'était déjà enregistré. Ça n'aurait pas dû. On a eu un problème juste après le décollage, un petit pépin qu'il a tout de suite résolu. Ce qui s'est passé,
c'est qu'il a perdu toutes les données de balises fictives qu'il avait intégrées pour cet itinéraire. Durant le vol, il a dû réintégrer manuellement toutes les informations qu'il avait déjà enregistrées dans l'ordinateur avant le vol. Ce fut un bon exercice pour lui. Un capteur détecte une menace au sol, une accroche radar d'origine inconnue. Schaeffer doit décider s'il doit éviter le radar ou bien arriver à temps sur sa cible. Qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères faire un détour ou continuer sur notre itinéraire? Tu veux modifier le plan de vol pour éviter le radar? Non, je ne veux pas faire de détour parce que le crépuscule approche. On peut juste faire un tout petit écart. Essaye le flair pour voir si on peut accrocher la prochaine balise. Je vais même faire mieux que ça. Je vais utiliser le FLIR sur la menace pour voir si on peut l'identifier. Ça marche. Un petit aéroport à 3 km. On dirait qu'il est au sommet de cette crête. Il va falloir accélérer à 200 nœuds si on veut être dans les temps. Essayons de nous brancher sur la fréquence 249-65. Osprey 09, ici la tour de Morganton. Osprey 09 en approche. En temps de guerre, chaque seconde compte. La précision de l'arrivée sur l'objectif peut s'avérer cruciale. Schaeffer doit atterrir à la minute près après un vol de 320 km. Ok, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Je vais commencer par une approche normale et je procéderai à un atterrissage classique sur la piste. Je veux toucher la piste à 1,7. Le petit aéroport de Morganton en Virginie occidentale simule une piste d'atterrissage en temps de guerre. On devait atterrir à l'aéroport de Morganton avec une marge de 30 secondes en plus ou en moins sur l'horaire prévu. Il était parfaitement dans les limites. Osprey 09 autorisé à atterrir. Tu veux envoyer les données à la base? Ok, c'est parti. Alors, on avait dans les 40 secondes d'avance pour l'atterrissage à Morganton? 55 secondes. La transition a été assez violente. Le programme Osprey a connu toutes sortes de problèmes, ce qui n'est pas étonnant vu la nature révolutionnaire de l'appareil. Durant ce vol, un panneau s'est à moitié détaché de l'une des cellules moteurs. On dirait qu'un panneau est en train de se détacher de la cellule moteur droite, mon commandant. Il n'y avait rien quand j'ai regardé il y a 5 minutes. On va faire un atterrissage stationnaire pour ne pas prendre de risques. J'espère que la position verticale et les flux d'air vont le maintenir en place et l'empêcher de se détacher complètement. Yeah, landing nacelles, 10 knots to go. How's our panel look? The flight plan, we cut the corner. Yeah. For a tactical scenario. What was the tactical scenario? Battle damage, that's what it was. There you go. That's right. 39 Patuxent ground, taxi to your line, cross runway 2. Osprey 9, Roger. De mon point de vue de commandant chez les Marines, je suis impliqué dans le projet avec pour finalité d'apporter aux Marines un produit fiable et surtout pour être sûr qu'aucun cas de figure n'a été oublié, tant d'un point de vue tactique que d'un point de vue technique. Si tout se passe comme nous le désirons, nous aurons un appareil fiable qui pourra supporter les rudesses des missions de terrain, qui pourra atterrir n'importe où, transporter les troupes jusqu'où elles doivent aller. Et je crois que l'Osprey va répondre à toutes ces attentes. Les Marines vont devoir procéder à quelques ajustements, et plus particulièrement les pilotes. Les pilotes d'hélicoptères vont devoir repenser leur approche de leur appareil. L'Osprey ira 2 fois plus vite, 2 fois plus loin et 2 fois plus haut. Tout le monde va pouvoir en bénéficier, mais les troupes de Marines au sol sont notre principal centre d'intérêt. Nous sommes une force air-sol. L'Osprey va permettre aux jeunes Marines d'arriver sur le champ de bataille avec plus de sécurité, parce que nous serons capables d'éviter les dangers qui peuvent parsemer notre itinéraire.
Et s'ils doivent se déplacer d'un point à l'autre du champ de bataille, ils pourront le faire beaucoup plus rapidement. L'Osprey leur offrira une protection que ne peuvent pas assurer nos hélicoptères actuels. L'Osprey va nous permettre de réaliser tout cela, avec en prime une vitesse et un rayon d'action bien supérieurs aux hélicoptères dont nous sommes équipés aujourd'hui. Nous attendons tous avec impatience la mise en service de l'Osprey.